Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis accompagné de Camille Pic. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Bienvenue sur Lyon. Je suis ravi de te retrouver à nouveau dans ce magnifique coworking où nous enregistrons nos épisodes désormais. Donc bienvenue à toi Camille, je sais que tu es de retour du Chili, tout s'est bien passé. C'était super. Vraiment super. Bon, tu vas nous raconter, tu vas nous donner quelques détails pendant la conversation. Alors aujourd'hui, on va parler des fractures chez le cycliste. Alors, loin de moi l'idée d'avoir voulu mettre du personnel dans cet épisode, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe, quelles sont les fractures les plus courantes et comment on remonte la pente et surtout on remonte sur le vélo. Donc dans cet épisode, nous explorons les types de fractures les plus fréquentes chez le cycliste, les mécanismes de l'accident associés à chaque type justement de fracture, les premiers secours appropriés sur le terrain, c'est très très important. Alors Camille, qu'est-ce qu'on peut dire justement des différents types de fractures ou les fractures les plus courantes chez le cycliste? Alors la fracture la plus courante, c'est la clavicule. Tu as déjà eu des fractures déjà? Moi, j'ai jamais eu de fracture. Je touche toute la table en bois. Je ne me suis jamais rien cassé. Après, je suis aussi un peu trouillarde et du coup, je fais quand même attention. Mais non, je suis hyper laxe et je pense que ça m'a aussi évité quelques blessures. Mais non, moi, je me suis jamais rien fait fracturer. Ça va arriver un jour. Écoute, je suis à ton opposé. Puisque j'ai 2 clavicules, 2 bras cassés, un traumatisme crânien, une commotion cérébrale. Trop d'engagement. Trop d'engagement, je pense. Voilà, je te relaisse la parole. Du coup, non mais tu vois, t'as fait les 2 clavicules. La première, la fracture la plus courante chez le cycliste, ça reste la clavicule. Après, on trouve aussi, là tu la connais bien, la fracture du poignet en ce moment. C'est vrai qu'instinctivement, quand on tombe, on va tendre le bras pour amortir le choc. Donc on peut faire une entorse ou au pire des cas, une fracture. La clavicule, on sait, vous avez sûrement tous regardé le Tour de France, vous voyez à peu près comment ça arrive. C'est quand on tombe sur l'épaule et c'est vrai que c'est une zone qui est très exposée au choc parce que vous voyez sur la clavicule, il y a peu de peau, il n'y a pas de muscles pour protéger. Donc du coup, c'est vrai qu'en général, quand ça tape, ça casse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on le sent... la clavicule, je dirais c'est pas qu'il n'y a pas de doute, mais pour l'avoir fait 2 fois... Mais alors une fois, j'étais très petit, c'était à vélo, mais j'avais une dizaine d'années, donc je me souviens pas forcément de la douleur. Mais la dernière clavicule que j'ai dû faire, c'était 2013, je crois, donc il y a une dizaine d'années, 2015 peut-être. Ça a vraiment une brûlure, il n'y a pas de doute. Des fois, tu peux te dire, est-ce que c'est cassé, pas cassé? Bon, là, généralement, quand tu fais une clavicule, il n'y a pas de doute. Après, ce qui va être la différence, c'est est-ce que tu vas devoir te faire opérer ou est-ce que c'est juste une immobilisation? Alors, c'est vrai que les coureurs professionnels, eux, je dirais qu'il n'y a même pas d'hésitation, ils se font tous opérer directement de la clavicule pour pouvoir remonter sur le vélo le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, la convalescence est beaucoup plus rapide après une opération. C'est beaucoup moins douloureux parce que du fait qu'il répare qu'il consolide l'os tout de suite avec une plaque, t'as pas en fait ces brûlures qui sont les ligaments qui te tiraillent énormément et qui te font dormir assis d'ailleurs parce que tu peux pas dormir allongé. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question, est-ce que je me fais opérer, est-ce que je me fais pas opérer? C'est toujours la question. Alors parfois t'as pas le choix, mais si t'as le choix, c'est toujours une question importante. Ouais, puis il y a aussi quelque chose qui peut se passer. J'ai le cas notamment d'un de mes amis qui a eu un accident en VTT il y a quelques mois et ils n'ont pas voulu opérer à la base, donc écharpe, immobilisation, etc. Et au final, quand tu ne te fais pas opérer, tu prends aussi le risque, et lui ça a été le cas, de voir que ça ne se remettait pas en place naturellement. Exactement, et c'est très long. Donc c'est très long parce que tu attends déjà 6 semaines sans pouvoir bouger. C'est ça. Et puis finalement, c'est pas bon, donc là tu te fais opérer. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, je pense que les pros prennent même pas le risque et préfèrent opérer tout de suite plutôt que d'attendre avec le bras en écharpe pendant plusieurs mois. On en parlera, je pense que tu l'as prévu dans l'épisode ensuite, mais c'est la fracture. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se cassent clavicule ou poignet, tout de suite communiquer sur ça fait 1 semaine, 2 jours, 4 jours, je refais du home trainer. Ouais.
Moi, je parle de mon expérience personnelle, mais la dernière clavicule que j'ai faite, je pensais aussi que c'était que la clavicule et puis que ça allait aller, tu vois. Donc, moi, il ne m'avait pas opéré. Sinon, j'aurais fait un malaise vagal direct. Hein. Tu sais, moi, si on me dit c'est cassé, tu te fais opérer, c'est malaise vagal direct. Hein. Donc, voilà, ça, c'est clair. Voilà, j'ai un problème avec l'anesthésie, l'opération. Et donc, là, j'ai pas eu d'opération, mais par contre, il m'avait mis, donc, j'ai été immobilisé. Au départ, c'était 6 semaines, puis finalement, ça a été 2 mois, parce que, comme tu l'as dit, hein, c'est tout à fait le cas, l'os ne consolidait pas suffisamment. Et bien, j'ai voulu refaire du home trainer rapidement. Au bout de 2 semaines, je crois, je me suis dit, allez, je refais du home trainer. Mais en fait, quoi qu'on puisse dire, tu bouges, en fait. Quand tu fais du home trainer, même si tu tires pas sur ton bras, tu le sollicites. Et là, tu retardes la consolidation de l'os. Donc, bon, après, les professionnels, c'est leur métier, mais en tant qu'amateur, je pense que il faut vraiment peser le pour et le contre de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire du home trainer alors que tu as un os qui est fracturé, tu vois. Ouais, je suis pas sûre. Mon avis personnel est de laisser le corps, qui est cette machine très bien faite, se remettre en place et essayer d'activer d'autres leviers pour favoriser la cicatrisation. Et puis si on a besoin de mouvement, il y a d'autres façons de se mettre en mouvement. Mais voilà, au plus vite c'est cicatrisé, au plus vite l'os est réparé, au plus vite on va être tranquille et pouvoir passer à autre chose. Donc moi après c'est juste mon avis perso, hein. Ce n'est absolument pas une recommandation médicale, mais moi je resterais tranquille si c'était mon cas. Et moi j'ai une question pour toi Camille, c'est-à-dire que tu vas peut-être le traiter plus tard, mais en cas de fracture clavicule, donc là on prend l'exemple, le cycliste chute, est immobilisé sur la chaussée, tu constates que c'est une fracture. Certains qui nous écoutent l'ont peut-être déjà subi ou vécu en groupe ou en peloton, ou même seul, hein, parce que moi je prends une nouvelle fois mon exemple, mais je suis tombé là actuellement au moment où on enregistre, j'ai le bras cassé, je me suis fait opérer il y a 15 jours, je suis tombé seul. Voilà. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on réagit? Est-ce qu'il y a des techniques pour soulager le bras? Je suis certain, je vois que tu souris, mais je suis certain que moi j'ai fait le pire du pire. Exactement, mais j'allais dire, le conseil c'est on ne fait pas comme toi, on ne va pas à la clinique en vélo en disant c'est juste un bleu. Voilà, 1 heure plus tard. Ouais, donc non, en cas de doute, bon en particulier ça c'est des conseils qui vont aussi s'appliquer quand on roule en groupe, hein. Mais déjà on va essayer de stabiliser au maximum la blessure, donc essayer de ne plus faire bouger en fait la zone qui est douloureuse, en tout cas tant qu'on n'a pas fait de radio, tant qu'on n'a pas pu faire constater par un professionnel de santé ce qui se passe. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, en fait. Il vaut mieux immobiliser, et puis il vaut mieux soit appeler quelqu'un pour qu'on vienne vous chercher, soit prévenir les secours. Si c'est quelqu'un de votre groupe qui est tombé, pareil, essayez de ne pas le déplacer. Si la personne peut se déplacer elle-même, bien sûr qu'il faut le faire, mais ne pas essayer de... je fais le geste alors qu'on est dans un podcast, mais ne pas essayer de tordre le poignet ou de tordre le doigt pour voir s'il y a de la mobilité et tout. Surtout pas, on ne touche pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je t'expliquerai après, je te laisse continuer. Donc voilà, ça on ne fait pas, et surtout on essaye d'aller à la clinique la plus proche, à l'hôpital le plus proche, et puis on va essayer d'aller voir tout de suite ce qui se passe. C'est plus on va être pris en charge rapidement, en général plus on va avoir une cicatrisation, peut-être une opération plus rapide, une cicatrisation qui va être du coup peut-être meilleure, et on va gagner du temps sur tout le parcours de soins à suivre. Donc, Puis les hématomes, éviter les hématomes, parce que quand il y a fracture, il y a saignement, et tous ces saignements, le sang va s'accumuler. Et derrière, l'hématome peut être aussi douloureux au niveau justement des muscles, des ligaments, et ça peut être compliqué derrière. Tout à fait. Donc voilà, je sais qu'on fait un sport de forçat, et que du coup on se dit non, c'est bon, et on a tendance à vouloir pousser au-delà de la douleur. Maintenant, comme je le dis, en cas de suspicion de fracture ou une zone qui est douloureuse, on ne touche à rien et on se rapproche au plus vite de son docteur. Mais du coup, raconte-moi ce que tu as fait, parce que alors je vais vous expliquer. Effectivement, je suis tombé à Gravel entre 2 sections deux segments gravel, une petite route devant un stade. Et comme j'ai tapé la tête, le moment de l'impact, j'ai pas souvenir en fait. Je sais que je suis tombé, je me revois être éjecté du vélo, mais ensuite je ne sais pas comment j'ai brûlé. En fait, j'ai brûlé à gauche et j'ai cassé à droite. C'est-à-dire que j'ai brûlé donc coude, genou, hanche à gauche, mais par contre j'avais le bras cassé.
Et en fait, quand je me suis relevé, donc déjà j'ai un peu mal à la tête parce que j'avais tapé, donc je me suis assis pour retrouver mes esprits. Et après, j'ai regardé mon bras droit. Et en fait, tu sais, j'ai un bracelet Whoop. Tu vois, là, j'ai un bracelet Whoop. Et ben, tu vois, à cet endroit-là, alors c'est visuel, je suis désolé, mais au moment du bracelet, et ben moi, j'avais un trou d'à peu près 1,5 centimètre. Tu vois, il y avait vraiment un trou là. Donc là, je me suis dit déjà, ok, donc ça, c'est pas mon signe. Et puis, visuellement, j'ai vu mon bras qui faisait un S, en fait. Qui faisait un S. Il y avait un indice, donc, sur le fait qu'éventuellement, c'était cassé. Pour la petite information, c'est que ce bras, je l'avais déjà vu 2 fois cet été. Puisque, voilà, dans ma famille, on nous appelle la famille des bras cassés, pour tout vous dire, puisque ma compagne s'est cassé le bras au mois de juillet, mon fils s'est cassé le bras au mois d'août, et je me casse le bras, donc, au mois de février. Donc, on a 3 bras cassés dans la maison en très peu de temps. Et donc, j'avais déjà vu ce bras-là, tu vois, avec ce poignet complètement tordu. Mais, comme j'allais sur une saison 2024 riche en déplacements, et donc le fait de rouler dans plusieurs pays et de rencontrer des gens à vélo, le déni s'est mis en place direct. C'est-à-dire que je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas le bras cassé, c'est juste un hématome. Et je me suis convaincu que c'était juste un hématome. Donc, j'ai repris mon vélo, et j'ai refait 1 heure de gravel pour rentrer sur Lyon. Et plus je pouvais pas passer des vitesses. J'ai essayé de faire l'opposé de ce que tu as dit, c'est-à-dire de ne pas bouger. Moi, j'ai voulu faire tourner mon bras comme ça. Et quand je l'ai fait tourner, j'ai entendu clac, tu vois. J'ai voulu faire pivoter mon poignet et j'ai entendu clac. Et là, je me suis dit, c'est pas mon signe, mais c'est peut-être l'hématome qui, voilà. Et donc, j'ai fait 1 heure de gravel et en roulant, bon, j'ai bien vu que ma main devenait difforme avec l'hématome, c'était gonflé, tout était gonflé. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être cassé, mais c'est pas très grave. Et donc, mais c'est bien que la notion de peut-être soit restée. Ah ouais, j'étais dans le déni total. J'étais dans le déni total. Et même aux urgences, les gens, tu sais, me disaient, vous allez peut-être passer en priorité parce que vu votre bras, vous êtes peut-être prioritaire. Et moi, je disais, non, mais c'est un hématome, c'est rien. Et quand le médecin m'a dit, bon voilà, c'est une vilaine fracture, il va falloir opérer, donc malaise vagal, comme je t'ai dit, tu vois. Parce que moi, dès que tu me parles d'opération, c'est, voilà, je tombe. Et au final, là, je savais que j'étais entre de bonnes mains, j'ai été opéré, on m'a mis une plaque et 9 vis, puisque là aussi, je pense que c'est pour ça, c'est important, les conseils que tu donnes, c'est d'immobiliser le bras. Moi, je pense que le fait d'avoir fait 1 heure de gravel fait que ça a accentué la fracture, puisque j'ai une fracture du bras, mais surtout mon os, il est fissuré dans la hauteur. C'est-à-dire l'os est fissuré, j'ai 3 fissures dans la hauteur. Et ça, je pense que c'est l'heure de gravel que j'ai voulu faire pour rentrer et ne pas accepter comme j'avais le bras cassé. Et donc, j'ai 9 vis et j'ai 6 mois sans vélo à l'extérieur. C'est pour ça que le thème de la fracture que tu nous as proposé est tombé pile poil avec l'actualité. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je confirme tout ce que tu viens de dire, Camille. C'est ne faites surtout pas comme moi. 1, c'est douloureux. 2, ça aggrave la blessure, les hématomes et la fracture. Et 3, il faut l'accepter. Quand vous avez le bras comme je pouvais avoir en S, il faut tout de suite se dire, voilà, c'est cassé. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça se passe bien et que je sois pris en charge le mieux possible. Ouais, et on a la chance quand même d'avoir aujourd'hui un système de santé qui fonctionne encore à peu près bien. On a la chance de pouvoir être pris en charge par les pompiers assez rapidement. En général, c'est une vingtaine de minutes max, une prise en charge aujourd'hui par les pompiers. Donc, encore une fois, en cas de doute, n'hésitez pas. L'avantage aussi, si jamais vous faites prendre en charge par les pompiers, c'est que vous serez prioritaire aux urgences. Donc, pareil, c'est du temps qui peut être gagné, c'est de la douleur qui peut être évitée. Il n'y a pas de gloire en fait à souffrir, il n'y a pas de gloire à attendre là-dessus. Donc voilà, du coup, s'il y a le moindre doute, vous bougez plus, vous touchez plus à rien, vous demandez à ce qu'on vienne vous chercher, vous foncez, checker ce qui se passe, quoi. Mais tu vois, je me pose la question dans les notes et l'article qu'il y aura sur le site dans la tête d'un cycliste lié à cet épisode. Tu préconises effectivement, notamment pour les fractures de poignet ou clavicule, d'utiliser comme un bandage et de mettre son bras en écharpe. Alors ça, effectivement, c'est dans la fameuse heure de gravel que j'ai fait avec le bras cassé. J'ai dû passer 45 minutes avec la main sur le guidon. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai un gilet sans manche. Donc, je me suis arrêté, j'ai mis mon gilet sans manche, que j'ai à moitié fermé, et j'ai mis mon bras. Tu sais, j'ai glissé mon bras dans l'ouverture pour le porter. Donc, ça m'a un peu soulagé. Mais je me pose la question si on part souvent, tu sais, avec des couvertures de survie.
Mais s'il faudrait pas, soit effectivement une bande qui soit glissée dans le... Je sais que les trailers ont du tape ou des straps avec lesquels ils partent comme ça en cas de foulure, mais c'est à se poser la question si dans sa trousse, dans ses poches, on pourrait pas mettre une sorte de bande au cas où, effectivement. Alors, moi, je vous fais là une recommandation parce que... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Je suis en train de devenir monitrice de vélo. Et du coup, je suis en train de passer mon diplôme. Et à cet effet, nous, on a un sac de moniteur dans lequel on met justement une bande pour pouvoir stabiliser un peu la fracture s'il y a besoin. On a aussi un garrot. On ne sait jamais, mais et là on sort un peu du cadre des fractures, mais ça s'achète sur Amazon, hein, c'est des garrots, des espèces de garrots tournants, très faciles à mettre en place, mais s'il y a une blessure, notamment au niveau de... Une fracture ouverte peut-être. Une fracture ouverte, voilà, ou s'il y a vraiment un endroit qui saigne beaucoup, une artère qui est touchée, etc., on a ça dans le sac, on a bien sûr de quoi désinfecter, on a un petit peu d'antidouleur, si les gens veulent en prendre, enfin voilà, on emmène tout ça avec nous, même des stéristrips, enfin en soi, c'est moins lourd que du matériel de répa. Alors oui, c'est sûr que c'est une petite trousse de secours que nous, on a tendance du coup à le mettre soit dans une petite sacoche si on est sur un vélo de route, soit dans le sac à dos si on est en VTT. Mais voilà, avec la couverture de survie, avec toutes ces choses-là, en cas d'accident, si vous êtes en groupe, et puis même moi je crois au fait de rouler en groupe dans la responsabilité interpersonnelle et le fait qu'on soit tous responsables des gens avec qui on roule, et vous allez pouvoir soit être mis en sécurité, soit mettre quelqu'un en sécurité, si jamais il se passe quoi que ce soit. Et moi j'ai déjà vu le cas sur des sorties en groupe où y a une glissade dans une descente, où il y a une tamponnade avec une voiture, et où tout le monde est démuni, donc c'est cool d'avoir une pompe et des démonts de pneus et des cartouches de CO2 et des chambres à air, mais une petite trousse. Ouais. Je te rejoins parfaitement. On met pas assez l'accent sur notre propre sécurité, prendre soin de soi et d'anticiper le problème. On part rouler, on pense que tout va bien se passer, mais on pense pas à cette milliseconde d'inattention où on tombe tout seul, ou même à plusieurs, ou un guidon qui s'accroche et la sortie est terminée. On fait pas du tout de publicité, hein, mais j'ai un site à vous recommander, c'est Emotion. Hemotion. Et en fait, cette marque, nous, je sais qu'on est en contact avec cette marque à travers Race Across Series, pour voir comment on peut avoir la certitude en fait que chaque cycliste parte avec ses premiers secours. Déjà, on a mis le matériel obligatoire en place, mais en fait, c'est comme des petites canettes de soda, mais dans laquelle tu vas avoir un bandage, des strips, ce genre de choses. Et je pense que si chacun pouvait partir avec ce genre d'accessoires, ça pourrait parfois apporter plus de confort en cas d'accident et peut-être même sauver des vies. Mais c'est hyper important. Je te rejoins complètement sur cette prévention-là. Donc, ajouter entre les couvertures de survie et les chambres à air, une écharpe en cas de fracture de la clavicule ou du bras. Exactement. Pour revenir aux fractures, donc on le disait, hein, la plus fréquente, c'est la clavicule. Après, on en retrouve d'autres. On retrouve notamment le poignet, le bras, l'avant-bras. Après, on a aussi la hanche, le fémur. Le fémur, ça arrive plus sur les cyclistes un peu plus âgés. Il y a des phénomènes de déminéralisation, d'ostéoporose quand on vieillit, qui font qu'on a les os moins solides. Je rappelle que la meilleure des préventions pour ça reste la musculation. Pas forcément de manger du calcium dans des yaourts, même si le calcium est important, mais le calcium, il y a d'autres façons de le consommer. La vitamine D aussi, c'est important pour la reminéralisation. Et ça, c'est la vitamine du soleil, on peut la prendre en complément aussi. Mais voilà, ça c'est pour nous, les cyclistes vieillissants. Ça peut être important aussi pour éviter plus tard de se faire un fémur, une jambe. Et enfin, la dernière typologie de fracture qu'on retrouve, c'est les fractures de la colonne. Et là, on rentre dans quelque chose de bien plus sérieux. Et aussi peut-être je sais pas si on peut appréhender une chute, tu vois. Je sais pas si on peut... s'il y a une technique peut-être, si les auditeurs et les auditrices nous écoutent, s'ils ont eu écho d'une technique pour appréhender une chute. Parfois ça va tellement vite où l'instant où tu sais que tu vas tomber, c'est trop tard en fait, c'est parti, tu sais que tu vas tomber, que tu pourras plus rien y faire. Et par expérience, moi je tombe souvent à gauche, je sais pas, tu vois, c'est pour ça que je pose cette question, parce que, et là les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer un message, un témoignage, mais j'ai souvent brûlé à gauche en fait, tu vois, là je casse à droite, mais tu vois, j'ai déjà eu le bras gauche cassé, les 2 clavicules gauche cassées, j'ai souvent râpé la peau à gauche,
Donc je me dis, est-ce que inconsciemment on se bloque pas, tu vois, et on se met dans une position automatique qui nous amène sur une chute toujours du même côté. Voilà, je sais pas. Si vous avez peut-être, je sais pas, un témoignage de ça ou eu écho de quelque chose autour de ça, n'hésitez pas. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ou même si vous venez d'autres sports, que ce soit les sports de combat, peut-être des sports où on a plus l'habitude de chuter, ou même je pense notamment à mes amis vététistes qui ont l'air d'avoir beaucoup moins d'appréhension de la chute que moi. J'ai l'impression qu'elle fait plus partie du sport. Nous, on sait que sur la route, la chute, c'est toujours c'est carton jaune, voire carton rouge assez rapidement. Du coup, je pense qu'on l'appréhende aussi peut-être un peu différemment. Donc ouais, si vous avez des pistes sur comment mieux tomber. Bon, après, je me dis que s'il y avait un truc miracle, les pros ne tomberaient pas et ne se feraient pas mal en tombant. Ils auraient craqué le truc, Ineos aurait forcément trouvé une solution. Mais ça peut être quand même intéressant. Donc dites-nous sur Instagram si jamais vous avez des idées. Et puis après, tu as aussi la chute qui est la glissade, où là, effectivement, tu perds l'adhérence dans un virage. Et la chute avec un véhicule, là aussi, je pense que peut-être les conséquences peuvent être différentes. Ouais, en préambule de toutes les chutes, là, on parle toujours dans un contexte de éventuellement on roule en groupe. C'est quand même, plutôt dans notre façon de pratiquer, je pense quelque chose de courant. Je fais juste une micro-aparté, mais un petit moment secourisme. Il y a un diplôme qui s'appelle le PSC1, c'est le diplôme de premier secours. C'est pas très long à passer, il me semble que c'est 8 heures, donc 2 fois 4 heures. C'est dispensé soit par des bénévoles de la Croix-Rouge, soit par des bénévoles d'autres associations. Ça coûte pas très cher, c'est 65 €, voire ça peut être gratuit. Des fois, ça peut être donné par votre comité d'entreprise. Des fois, ça peut être donné au lycée ou au collège et ça peut vraiment sauver des vies. C'est juste les gestes de premier secours, du bon sens, etc. On vous mettra les liens dans le podcast de la protection civile et de la Croix-Rouge. Moi, pour l'avoir repassé là cette année, je trouve que c'est essentiel. Je trouve que tout le monde devrait le passer. Moi, je l'ai fait 2 fois et je pense qu'on devrait même avoir des recyclages. C'est hyper important. Donc, quand on chute en groupe, là, on va faire comme si vous étiez plutôt témoin de ce qui se passe et ce qu'il faut faire en cas de chute et de éventuelles fractures devant vous. Mais c'est vrai que s'il y a une glissade, première chose à faire, c'est de s'assurer que la zone est bien sécurisée. Donc, il faut éviter... Qu'il n'y ait pas de suraccident. Exactement. Ça arrive tellement vite et on n'a pas un triangle obligatoire dans la sacoche du vélo. Donc, vraiment essayer de sécuriser, de mettre des gens en amont, des gens en aval, si vous êtes plusieurs. Essayez de faire une évaluation des blessures. Si la personne est consciente et mobile, laissez-la se relever lentement et il ne faut surtout pas déplacer les gens. Surtout s'ils sont inconscients, on risque vraiment d'aggraver la situation. Donc, s'il y a des douleurs au cou, à la tête, au dos, vraiment, on évite de la déplacer. Lorsqu'on appelle les secours, on leur donne le lieu aussi précisément possible où on se trouve. Il y a des applications qui permettent de donner même les coordonnées GPS hyper précises. Donc, ça peut toujours aider. Ou si vous êtes à une adresse, bon, maintenant on a tous des smartphones avec Google Maps. Et voilà, je crois que c'est en faisant le 112. Tu peux être directement géolocalisé par les secours. Ouais. Donc ça peut être utile. Et puis après, expliquer où vous êtes et demander à ce que quelqu'un arrive rapidement. Pareil, s'il y a collision avec voiture, camion ou un objet fixe, un poteau, un mur, c'est exactement les mêmes consignes. S'il y a des saignements importants, ce que je vous disais, c'est là qu'avoir un garrot, ça peut sauver des vies. Si vous êtes formé au premier secours, vous pouvez apporter les premiers gestes. C'est pour ça qu'aussi, pour moi, c'est important de faire la formation, quoi. Maintenant, si vous voyez qu'il y a fracture ou blessure grave, donc là, vous allez le voir de toute façon assez rapidement, sauf si vous êtes Arnaud et que votre bras est en S et que vous continuez de rouler. Non, mais je pense aussi on parle de fracture, de chute, de blessure. Je pense au protocole commotion cérébrale qui ont été mis en place par l'UCI il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on a tous en tête encore les images de Romain Bardet suite à une violente chute qui finit l'étape avec 1 minute 30 de retard sur les leaders et une fois qu'il franchit la ligne, il titube totalement dès qu'il descend de son vélo. Et ça, la commotion, c'est aussi d'extérieur, on le voit pas. Enfin, quand je dis d'extérieur, il n'y a pas de bras tordu, il n'y a pas de saignement extérieur. Mais par quelques questions, on peut rapidement se rendre compte si la personne est lucide ou pas.
Parce qu'en fait, déjà, il suffit de visuellement regarder le casque de la personne qui est tombée. Si vous voyez qu'il y a une marque sur le casque, en tout cas que le casque a touché le sol, déjà, je pense qu'il faut être un peu... Vigilant. Il faut être attentif, attentif à la personne qui est tombée. Et je crois qu'il y a je crois qu'il y a 5 questions. J'avais discuté de ça avec un secouriste. En fait, il y a une technique, c'est que tu poses 5 questions à la personne et tu vas te rendre compte rapidement s'il faut hospitaliser pour aller voir un peu plus s'il y a un saignement du cerveau ou pas. Parce que la différence entre le traumatisme crânien et la commotion cérébrale, c'est que le traumatisme crânien, il y a un choc à la tête. La commotion cérébrale, le cerveau a bougé à l'intérieur du crâne. Et donc, il y a une perte de repère. Et les questions sont simples. C'est par exemple, comment tu t'appelles ? Ok. Est-ce que tu sais quel jour on est ? Est-ce que tu sais si on est le matin ou l'après-midi ? Est-ce que tu sais de quel côté on va dans la chaussée ? Tu vois, de quel côté on arrive, de quel côté on repart ? Quel mois on est ? Et ne serait-ce qu'avec ces questions, s'il y a un doute dans la réponse de la personne, là, il faut appeler les urgences. Voilà, tout de suite et emmener cette personne passer un scanner pour voir s'il y a saignement, parce que là aussi c'est une expérience personnelle. Je m'excuse, j'en mets beaucoup, mais j'ai beaucoup chuté ces 3 dernières années. Et lors de ma commotion cérébrale, effectivement, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Là, on va pas s'étendre sur ça parce que je vais passer pour... Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Je suis remonté sur mon vélo, j'ai fait 15 km et après, je suis tombé. Voilà. Donc, et en fait, le médecin qui m'a reçu au scanner m'a dit qu'effectivement, le scanner, il fallait pas le faire. Il fallait être en observation tout de suite, mais il fallait pas faire le scanner tout de suite pour que on puisse... l'appareil puisse voir les saignements s'il y avait saignement du cerveau. Et donc, le scanner devait se faire entre 4 et 6 heures après la chute pour vraiment avoir la certitude de pouvoir voir des saignements s'il y en avait. Donc, en tout cas, il faut être en observation. Et c'est hyper important parce que les symptômes d'une commotion cérébrale, ce sont les vertiges, les vomissements, les étourdissements, les nausées. Donc très clairement on sent que ça va pas. Voilà. Puis après le fait de pas être capable de finir une phrase, ce genre de choses. Mais ça dans une chute, et il y en a beaucoup, ça nous est tous arrivé de tomber ou de voir quelqu'un qui tombe, c'est déjà regarder si le casque, s'il a pète au casque, comme on dit. Ouais. Et s'il y a pète au casque, d'ailleurs, ne surtout pas le retirer. Si la personne est au sol, etc., on ne touche pas au casque. Ce sera la responsabilité ensuite des secouristes et du personnel médical. Mais vraiment, il faut essayer de toucher le moins possible, à part si vraiment la personne est en train de s'étrangler avec sa jugulaire. Sinon, il n'y a pas de bonne raison. C'est un peu comme déplacer, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est dans la priorité d'assurer la sécurité de la personne blessée. Donc, s'il y a vraiment un risque de suraccident, un cas d'aggravation quasiment instantanée, sinon on peut attendre un petit peu, quoi. Exactement. Mais moi, j'ai une question à te poser, Camille, toi qui a les compétences sur ça en tant que naturopathe également. C'est une fracture. J'allais te dire, mais le corps met combien de temps s'en remettre en fait ? Est-ce qu'il faut vraiment accepter le fait de se reposer pour que les cellules fassent leur travail et viennent consolider la fracture ? Comment on se remet d'une fracture psychologiquement, physiquement ? Est-ce qu'il faut laisser le temps au temps ? Tu vois ce que je veux dire ? Et non pas tout de suite remonter sur son home trainer en disant qu'on va plus avoir la condition. Enfin, on a quand même un os qui est cassé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je pense que la durée de réparation et le processus de récupération post-blessure est propre à chacun et doit être vraiment défini en fonction du personnel médical qui va accompagner, que ce soit les médecins, les physios, les kinés, etc. Maintenant, à savoir, cette récupération, elle implique plusieurs étapes qui vont de la guérison physique à la réadaptation fonctionnelle, en passant par tout l'aspect psychologique post-blessure. Donc il faut, je pense, processer étape par étape et voir ensuite au fur et à mesure comment on sent, ce qui se passe, etc. La première étape, c'est vraiment l'évaluation et le diagnostic qui vont être posés par les professionnels de santé, par le médecin, par le chirurgien, pour comprendre la nature de la blessure, la gravité, le meilleur moyen de traiter. On le disait par exemple pour la clavicule, est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas ? Il y a aussi l'immobilisation, on en parlera après, je te laisse terminer, mais il y a aussi cette question de est-ce qu'on immobilise, est-ce qu'on n'immobilise pas ? Exactement. Donc ça fait partie du traitement. Immobiliser, parfois, ça peut aussi faire des miracles, éviter une chirurgie et tous les risques qu'elle comprend. La chirurgie, c'est pas du tout anodin, et c'est vrai que si on conseille parfois de ne pas le faire, ça peut... On disait qu'avec la clavicule, souvent ça va plus vite, etc.
Maintenant, encore une fois, il y a de l'anesthésie, il y a des risques Moi j'ai adoré. Cette d'infection fois-ci, je nosocomique. reconnais qu'il y a eu une malaise vagal quand on m'a annoncé l'opération, mais pour le coup, l'anesthésiste là, merci. Il m'a effectivement dit qu'il allait me donner un petit cocktail pour me détendre, pour me diluer mes humeurs, pour reprendre son expression, et ça a été formidable. J'ai passé un moment très agréable au bloc. Comme quoi, toutes les anesthésies ne sont pas si affreuses. Une fois qu'on a passé ce stade d'évaluation et de diagnostic, on va passer au traitement médical. Donc ce traitement médical, il peut justement contenir soit une intervention, soit une immobilisation. C'est là aussi qu'on va faire rentrer des médicaments, des anti-inflammatoires, des analgésiques, etc. Il y a la douleur aussi, c'est important. Exactement, du coup, gestion de la douleur, réduction de l'inflammation, c'est la priorité initiale. Toi, comment tu fais aujourd'hui pour gérer tout ça ? Alors, moi, c'est vrai, quand je suis sorti du bloc, très clairement, la personne m'a donné des antidouleurs en me disant que c'était une fracture qui n'était pas très belle, que le chirurgien avait dû racler un peu l'os pour enlever certains morceaux de cartilage. Donc, je me suis dit, je vais ramasser, tu vois. Je me suis dit, quand l'anesthésie va partir, ça va être compliqué. Et effectivement, ça a été douloureux. Surtout la nuit, en fait, j'ai beaucoup d'insomnie. Alors, je sais pas si c'est de l'insomnie ou de la douleur qui me réveille, mais bref, je dors très très mal. Mais par contre, je suis resté sur du. J'ai pris pendant 15 jours donc les antidouleurs, mais qui sont pas des opiacés. J'ai pas voulu aller dans ce genre de choses parce que j'estimais que la douleur, elle est propre à chacun. Comment tu supportes la douleur. Donc, je suis resté sur mon traitement et une fois que ma boîte était terminée, je suis resté sur 2 voire 3 Doliprane par jour. Et ça maintient, je trouve que ça maintient. Mais la douleur, c'est vraiment... la relation que chacun a avec la douleur est très personnelle. Entièrement. Mais après, il y a des fois... moi, je sais que ma compagne, elle, quand elle s'est fait opérer également, on a la même fracture, avec la même plaque, et j'ai juste 3 vis en plus. Mais elle, par contre, elle avait des ligaments qui étaient touchés, et elle a dû aller chercher d'antidouleurs un peu plus forts pour que ça la détende, sinon c'était compliqué. C'est important dans tout ce processus-là de ne pas négliger l'importance de la douleur dans la récupération. C'est ce que les kinés m'ont dit d'ailleurs. Il ne faut pas avoir mal en fait. Faut pas se dire non, je veux pas prendre de cachet parce que je suis un dur. Non, pas du tout. Parce que s'il y a de la douleur, ça veut dire que tu es en souffrance quelque part. Et donc la rééducation, c'est ce qu'il m'explique. Tu vas me dire si j'ai bien entendu ou pas, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur en phase de rééducation parce que ça va bloquer tout le système en fait. Je pense que il y a un vrai risque et qu'au-delà de ça, il y ait à la fin un réflexe du corps qui soit la peur de bouger. Exactement. Parce que ça crée de la douleur, etc. Donc, il faut pas que cette douleur, elle persiste au fil des années, etc. Sinon, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais par contre, c'est hyper important d'ajuster avec le corps médical au fur et à mesure pour avoir des systèmes de gestion de la douleur anti-adaptés. En Europe, c'est quand même très contrôlé ce qu'on peut prendre. Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement. Non, mais parce que je sais, je pense que tout le monde a conscience aussi de ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui est assez terrible avec des dérivés d'opioïdes aussi Folie. Qui créent une... À ce sujet, j'ai vu 2 documentaires sur des plateformes. Ça fait peur. Si vous les avez pas vus, le premier s'appelle Dopsic. Ouais. Il est sur Disney+. Le second s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Avec Ferris Bueller dedans. Oui, bon. c'est ça. Ouais, non, mais c'est celui-ci. Alors attends, on va retrouver. Ferris Bueller, les gens connaissent pas. Il y a que nous qui connaissons. On est vieux. Il y a que nous qui connaissons Ferris Bueller, Camille. Mais voilà, il y a des choses terribles qui se passent. Et même aujourd'hui, il y a une autre épidémie aussi avec le fentanyl, qui est encore une autre drogue de synthèse, et des choses très très fortes qui sont données aux États-Unis. En France, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Maintenant, il faut toujours être très vigilant par rapport à ce qu'on met dans son corps, par rapport à son rapport à l'addiction aussi. Et tant que faire se peut, c'est bien d'être accompagné un maximum et par son médecin et peut-être, et là on va y revenir dans le cadre d'un suivi psychologique par quelqu'un qui va nous aider. Et si à un moment il faut décrocher vraiment de ça parce que il n'y a plus de douleur, mais par contre il y a de l'addiction, on peut aussi se faire accompagner là-dedans. Alors tu vois, sur le côté psy, alors là tu parles de la douleur, mais moi je trouve, et pourtant j'étais dans un établissement spécialisé, que il devrait y avoir plus d'accompagnement sur la phase juste après l'opération. Je m'explique.
Donc j'ai eu une opération, on m'a endormi uniquement le bras. Parce que Ok. maintenant, en fait, ils te checkent les 3 nerfs ou les 4 nerfs qui passent dans le bras. Et en fait, c'est comme une péridurale, mais sauf que c'est sur ton bras. Donc ils vont chercher les nerfs avec un appareil et ils t'anesthésient. Ils t'injectent en fait l'anesthésie dans les nerfs. Donc tu sens plus du tout ton bras. Donc c'est sympa c'est mieux pour l'opération. Ouais. Hein. Mais par contre, c'est que quand ils t'injectent la dose d'anesthésie, c'est pour une durée de 10 à 12 heures. Et l'opération, moi, elle a duré 42 minutes. Donc, ce qui veut dire que tu te retrouves, et moi, très clairement, ça m'a perturbé, tu te retrouves avec un bras qui fait, allez, 10-12 kilos, parce qu'un bras endormi, c'est à peu près 10-12 kilos, hein, que tu ne sens pas, que tu ne tiens pas. Et donc, en gros, on te dit, attention de ne pas le faire tomber, parce que ça peut te déséquilibrer. Non mais, quand tu es dans le lit, Très en fait, ils te bizarre. mettent la Ok. barrière pour te dire, attention, si votre bras tombe, ils peuvent vous entraîner. Ben oui, Ok. parce qu'en oui, fait, oui, c'est logique, oui. ça fait Oui, 10 c'est un poids kilos. mort, quoi. Et c'est ça, c'est Mm. ça. Mais là où c'est le plus perturbant, c'est que moi, j'ai eu la rééducation 4 heures après l'opération, ma première séance de rééducation. J'ai pas été immobilisé, tu en parlais tout à l'heure. Je suis sorti de l'opération avec un pansement. Enfin, 2 pansements parce qu'ils m'ont mis 2 caméras pour vérifier si mon ligament n'était pas atteint. Mais donc j'avais un pansement sur le poignet et un pansement sous le poignet. C'est tout. J'ai pas eu de plâtre, pas eu de bandage, voilà, je suis sorti comme ça. Mais visuellement, je ne pouvais pas regarder mon bras Pourquoi? parce que c'était pas mon bras. Ouais. J'avais devant moi un bras qui était hyper gonflé. Franchement, hein, c'est pour certains qui me suivent sur les réseaux, qui ont vu certaines photos, on avait l'impression que c'était un faux bras en fait. Donc j'avais un bras qui était double du volume, que je ne sentais pas, que je voyais en face la kiné qui me pliait les doigts, mais je ne sentais rien. Et là où ça a été compliqué, c'est qu'elle m'a demandé de le faire pivoter, tu vois, comme ça. Mhm. Et il fallait que je le fasse avec ma main gauche, parce que ma main droite, je pouvais pas, je sentais Ouais, pas. ouais. Et j'ai pas pu. Et je lui ai dit, je suis désolé, je me suis senti mal. Hein. Je lui ai dit, je suis désolé, je peux pas le regarder en fait. Et là, je pense qu'il devrait accompagner parfois les gens sur, on vous explique comment ça va se passer, vous Mhm. allez avoir un bras qui va être inerte, qui va pas ressembler à votre autre bras, mais c'est bien le vôtre. Enfin, je trouve qu'il devrait y avoir un travail un peu plus important. Mhm. En tout cas, moi, ça m'a vraiment choqué à tel point que pendant, je te dis, j'étais sorti du bloc depuis peut-être 4-5 heures. La kiné me pliait les doigts, je les sentais pas. Enfin, elle faisait son travail, elle m'a demandé de bouger le bras et j'ai dit, stop, je me sens pas bien, je ne peux pas regarder mon bras. Parce que c'était hyper violent, quoi. Ah ouais, je comprends. Et là, personne m'a prévenu, tu vois. Et je trouve qu'il devrait avoir un travail un peu plus important sur ça. Mm. Et parce que derrière, tu as des syndromes, alors j'ai plus le nom, hein, j'ai plus le nom, mais où le cerveau, en fait, quand il y a une fracture comme ça, parfois le cerveau, il zappe et il oublie que tu as... En fait, si tu te casses, par exemple, le bras droit comme moi, le cerveau va se dire, bah, en fait, j'ai plus de bras droit, j'ai qu'une main gauche. Mhm. Voilà. Et derrière, dans la rééduque, ça a une incidence énorme parce que ton cerveau, il a plus de bras droit, en fait. Ah Et ouais. donc, il y a un travail qui se fait avec une glace en rééducation. Ils te mettent une glace en face de toi pour que le cerveau puisse voir Que t'as que t'as encore ce bien un bras membre et droit. qui fonctionne. Donc, quoi. c'est le côté psychologique au niveau du cerveau, ça peut avoir un impact sur la rééducation qui est très, très important. C'est hyper intéressant. Mais si jamais vous nous écoutez et que vous êtes en traumato ou en ortho, etc., et que vous voulez nous en parler, ce serait hyper intéressant. Envoyez-nous des messages sur Insta pour nous dire si voilà, vous avez souvent ce cas-là, ce que vous mettriez en place, etc. Je pense que c'est super important quand même parce que c'est, en termes de post-op, ça me semble quand même être fondamental Ouais. d'être dans son corps quoi, en entier et pas de rejeter un membre. Ouais, mais ça arrive, hein, très clairement. Enfin, c'est Très clairement. complètement fou. Ça, c'est les mystères du cerveau. Après, on n'est pas spécialiste. Il pourrait y avoir des personnes, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent venir témoigner, qui nous écoutent, qui sont spécialistes du cerveau, et justement sur toutes ces questions de blessures, de comment le cerveau réagit, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça. Mais derrière, après, il y a la rééduque hein, qui est hyper importante et qu'il ne faut pas négliger pour les douleurs dans les années à venir, probablement. Ça c'est sûr, et même en termes, tu vois, j'y pense là, en termes de rééducation, etc. Je sais qu'aussi, mon compagnon a eu un grave accident de parapente et où il s'est cassé les 2 pieds. Et sur toute la rééducation, parfois le cerveau refuse de faire certains mouvements qu'il faisait avant, notamment en termes de déroulé du pied, etc. Et lui, il travaille avec un centre qui est à Lyon aussi, et avec un ostéopathe qui travaille, qui fait tout un travail avec des ondes aussi pour reconditionner le cerveau et où il doit se visualiser en train de faire certains mouvements que son corps ne fait plus mécaniquement, qu'il pourrait faire mais le cerveau ne veut plus les faire. Donc je pense que c'est
des zones de la médecine et de la rééducation qu'on commence tout juste à découvrir, mais qu'au fur et à mesure des années, voilà, on va réapprendre et je pense que ça va être très très positif pour tous les patients. Mais c'est vrai que la réadaptation, on a beaucoup mis l'accent sur le physique et la mobilité. Et comment est-ce que on restaure de la force, de la flexibilité, de la fonctionnalité et qu'on gère pas forcément tout l'aspect cérébral qui est pourtant très important dans la guérison et, ça fait partie intégrante. et dans la réadaptation physique. On passe trop souvent au-dessus en se disant c'est une fracture, dans 3 semaines c'est terminé, je reprends mon vélo, mais il y a des choses, bien plus importantes dans la vie, et deux, il faut accepter en fait, et on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a le déni tout de suite, moi qui est intervenu en disant non, j'ai pas le bras cassé, c'est juste un hématome, mais au bout d'un moment, il faut accepter en fait, voilà, tu t'es cassé un os en fait, t'as un os en toi qui est fracturé, donc il y a une opération qui est nécessaire pour remettre tout ça en place, et puis derrière, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de soigner, de se reposer, parce que si tu as un bon repos, forcément tes cellules travailleront beaucoup mieux. Et puis il y a aussi le côté psychologique, de l'acceptation, de ce que ça va changer derrière, de quel impact ça a. Mais il y a aussi, avant de parler de la reprise de l'activité, c'est la nutrition. Et là-dessus, tu es bien placé pour nous en parler. C'est quel est le rôle, quel est l'impact de la nutrition dans la guérison d'une fracture ou d'une chute, d'une commotion, bref, mais d'une blessure. C'est crucial, hein. Vraiment, la nutrition, le sommeil, mais ça on en a parlé plein de fois, c'est super super important pour bien arriver à guérir. Donc on vous en a déjà parlé des dizaines de fois ici, je vais faire court et efficace. Mais voilà ce qui est dans l'ordre hyper important. Le premier truc, c'est les protéines. Les protéines, elles sont essentielles pour la formation et la réparation des tissus. C'est hyper important, en particulier pour cicatriser les muscles, les ligaments, les tendons. Je le rappelle, les protéines, c'est bien sûr la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais aussi les légumineuses et les noix. Deuxième aliment hyper important, c'est tous les aliments qui contiennent de la vitamine C. La vitamine C, elle permet la formation du collagène et c'est crucial dans la structure des tissus conjonctifs. Donc la vitamine C, je rappelle, on la trouve dans les agrumes, les baies, les poivrons, les épinards et les kiwis. Troisième chose essentielle, c'est la vitamine A. La vitamine A, c'est pour la régénération cellulaire et la réparation des tissus. Donc là, ce sont carottes, patates douces, épinards. Les foies d'animaux sont également très très riches en vitamine A pour celles et ceux qui en mangent. Ensuite, le zinc. Le zinc, on le trouve impliqué dans tout le processus de cicatrisation des plaies et la régulation du système immunitaire. Vous allez regarder dans la plupart des compléments alimentaires qui aident à cicatriser, etc. On trouve toujours du zinc. Si on veut le trouver à l'état naturel, on en trouve beaucoup dans les huîtres, les fruits de mer, graines de citrouille aussi et les noix. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a des noix qui sont plus riches que d'autres, mais ça vaut toujours le coup. Ensuite, on a le combo oméga 3, oméga 6, donc tout ce qui est poisson gras, graines de lin, noix. Et ce qui est important avec les deux, c'est qu'en fait, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Et quand on réduit l'inflammation, on va mécaniquement favoriser la cicatrisation. Ensuite, du collagène. Donc, collagène, c'est la protéine clé dans la formation des tissus conjonctifs. La peau, les tendons, les ligaments. Donc, notamment du bouillon. On n'en fait plus beaucoup. C'est dommage, nos grands-mères en faisaient beaucoup. Mais le bouillon d'os, ça marche hyper bien. Les os à moelle aussi. Gélatine, poisson, viande maigre. Si vous êtes vegan ou si vous voulez consommer plus de collagène, ça devient, en ce moment, c'est un peu la tendance. Enfin, ça fait un moment qu'elle est établie maintenant. Mais on en trouve maintenant, même en parapharmacie, sous forme de complément. Il y a la marque Vital Proteins qui commence à être bien implantée en France. Et il y a du collagène vegan, il y a du collagène de poisson, il y a du collagène fait à base de bœuf. Donc on en trouve plein et ça se supplémente sous forme de cuillère. Et enfin, après, on rentre sur des grands basiques, mais les calories adéquates, on consomme suffisamment de calories pour soutenir le processus de guérison. La récupération, elle peut nécessiter une augmentation des besoins énergétiques. Là-dessus, moi, je ferai très attention parce que j'ai vu quelques trucs qui recommandent de jeûner pour guérir. Alors autant, vous le savez, on en a parlé, moi je suis pas du tout opposée au jeûne. Mais là, je pense que mettre son organisme en état de privation alors qu'on est en train de cicatriser, etc., selon moi, pas la meilleure des idées. Et vraiment, moi, je dirais il faut amener de l'énergie, il faut amener de l'équilibre dans ces aliments. C'est vraiment crucial pour, garder la masse musculaire et 2, cicatriser. Donc, on mange bien, on mange suffisamment et aussi, bien sûr, on s'hydrate. Donc, on continue de s'hydrater tout au long de la journée. On boit de l'eau. Et ça permet de réguler la température corporelle et aussi de bien lubrifier les articulations.
Donc si vous êtes en rehab de fracture, voilà, vraiment l'alimentation, elle va vous permettre de soutenir tout le processus de guérison et elle va beaucoup, beaucoup vous aider aussi à garder de l'énergie, à garder du muscle. Une blessure, ça arrive. Arnaud, il en a eu plein, il est devant moi, il est vivant, tout va bien. Donc, vous laissez pas abattre par tout ça, ça peut prendre du temps. Chaque personne est différente, chaque cicatrisation est différente. Chaque consigne des médecins peut être aussi différente. Mais je pense qu'on peut se dire qu'en tout cas, bien manger, essayer de manger sainement, se reposer, ça ne peut que favoriser vraiment sa récupération. Et rester hyper positif. Ça, c'est important. C'est dur. Alors, là-dessus, je te cache pas que la première semaine, je voulais vendre tous mes vélos, c'était terminé. Tu vois, le drame absolu, mais après, l'envie revient. Mais il faut rester positif, ça permet de passer une convalescence bien meilleure. D'ailleurs, on parle de convalescence, de reprise. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, sur justement le fait de reprendre une activité sportive après une fracture? Moi, je pense que l'activité sportive... Je fais vraiment la différence entre l'activité sportive et la performance. Oui. Et je pense qu'on peut garder une activité sportive d'une manière ou d'une autre, en règle générale, quand on a une fracture. Si c'est sur le haut du corps, on peut continuer à marcher. Si c'est sur le bas du corps, on peut continuer à muscler le haut du corps. On peut toujours trouver des choses. Pour moi, l'important, c'est d'essayer de garder du mouvement, de garder du tonus musculaire, etc. Et c'est vraiment, après, chacun va récupérer en fonction de ses capacités de récupération, en fonction du protocole qui est mis en place. Mais on a la chance, encore une fois, d'avoir un système de santé qui marche encore en France. Il y a des kinés super, il y a des physios super. La plupart des mutuelles remboursent aujourd'hui les ostéos. Et il y a plein de nouvelles technologies, mais ce sera l'objet d'un autre épisode dont on va vous parler pour aider à la récup et se remettre en mouvement. Moi, je pense que ce serait dommage de s'en priver. En revanche, vouloir repartir dans la performance physique alors qu'on vient de se blesser, souvent, et là c'est un peu plus ésotérique et je m'en excuse, mais souvent, les blessures vont être... c'est le corps qui dit stop, pour X ou Y raison. Et c'est bien aussi de savoir écouter son corps et de se dire, ok, la priorité en ce moment, c'est peut-être pas ça, et de se recentrer un petit peu et de prendre ce temps pour développer d'autres choses, d'autres capacités, et de faire de ce moment-là juste une transition vers quelque chose de plus positif et essayer de le vivre comme ça. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je pense que ça peut être la façon la plus productive, en tout cas, de le vivre. Moi, je marche, en fait. Je fais minimum 10 000 pas par jour et c'est ce que je me dis pour compenser un peu, tu vois, le fait d'être en mouvement. Parce que je sais que pendant les 6 mois à venir, malheureusement, il n'y aura pas de vélo en extérieur pour moi, pour tout simplement ne pas prendre le risque de rechuter et de faire sauter cette plaque et cette vis dans mon bras droit. Donc, je vais, en tout cas, actuellement, c'est encore tout frais, mais je marche énormément parce que déjà, je ne peux plus me déplacer en vélo dans Lyon. Donc, je fais tout à pied. Et ça permet de maintenir quand même, la marche est quand même un des moyens de maintenir sa condition physique. Mais pour revenir sur le docu dont tu parlais tout à l'heure, c'est Painkiller. Ah oui. Voilà, je vous invite, si vous avez Netflix, cette plateforme, d'aller voir Painkiller. C'est tout simplement un drame qui s'est passé aux États-Unis sur tout ce que, justement, les opioïdes. Et c'est le fameux Ferris Bueller, pour ceux qui nous écoutent, hein, ça veut dire qu'on a un certain âge déjà. C'est Matthew Broderick. Voilà. Qui joue le personnage principal et en fait oui effectivement c'est aux États-Unis c'est assez compliqué sur tous les cachets antidouleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les fractures, les chutes, les commotions, toutes les mauvaises choses que l'on peut avoir à vélo? Je pense qu'il faut quand même qu'on se dise que ça fait partie du sport, que les seules personnes qui ne se blessent pas, c'est les personnes qui ne font rien. Donc je pense que même si le risque bien sûr existe et qu'il faut l'avoir en tête, on peut aussi essayer de l'appréhender au maximum au quotidien, bien sûr en étant prudent dans ce qu'on fait, en ne prenant pas de risques inconsidérés, aussi en ayant une bonne routine au quotidien, que ce soit en termes de sommeil, d'alimentation, mais aussi de préparation physique. Souvent, un corps avec un certain tonus musculaire va être un corps qui va mieux absorber les chocs, peut-être mieux récupérer aussi. Donc, avoir conscience du fait qu'on peut se blesser ou du fait qu'on est blessé, ça ne veut pas dire que
c'est très grave. Des milliers de gens se blessent tous les jours. Et en général, on a quand même de très bons médecins et de très bons kinés. Et ça se remet bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas dramatiser non plus. Pour moi, ça fait partie intégrante du sport et ça fait partie des risques qu'on choisit de prendre, quoi. Exactement, c'est une étape et ça vous permet de développer d'autres compétences, de découvrir autre chose pendant ce chapitre-là. C'est que de la mécanique, hein. C'est aussi comme ça que, en tout cas moi, je me console. C'est que je me dis qu'il y a des choses bien plus graves, ce n'est que de la mécanique et dans 6 ou 7 mois, je pourrais de nouveau rouler en extérieur. Voilà, en tout cas, un grand merci Camille pour tous ces conseils. Et puis effectivement, dans la prochaine capsule santé, nous allons justement vous parler de la récupération et tout ce qui va autour des nouvelles technologies qui le permettent. Un grand merci à toi Camille et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Arnaud, à très vite.